Dans l'appartement de 40 mètres carrés où Clotilde Courreau a vécu après le divorce de ses parents, 5 femmes se partageaient une seule salle de bain. Il n'y avait là ni titre, ni protocole, ni décor de conte de fées. Seulement une mère épuisée et 4 filles qui avaient vu leur monde se rétrécir presque du jour au lendemain. Bien des années plus tard, lorsque Clotilde épousera un prince italien, les images de la cérémonie donneront l'impression d'une revanche éclatante sur cette enfance instable. Pourtant, c'est peut-être dans ce petit appartement qu'il faut chercher la clé de toute son histoire, la peur qu'un foyer puisse s'effondrer, le réflexe de tenir quand les autres s'éloignent et cette détermination à ne jamais laisser un nom, un homme ou une institution décider entièrement de ce qu'elle doit devenir. Le mariage célébré en 2003 avec Emanuele Filiberto di Savoia semblait offrir une conclusion idéale. Une actrice française reconnue entrait dans l'une des plus anciennes dynasties d'Europe. Le prince de Savoie épousait une femme qui n'avait rien d'une figurante docile. De l'extérieur, l'union réunissait le cinéma, l'histoire et le prestige. Elle promettait aussi une famille capable de résister aux contraintes de 2 vies publiques. Mais ce que les photographies ne montraient pas, c'était la difficulté de faire tenir ensemble 2 identités qui ne demandaient pas la même chose à Clotilde. L'une exigeait une présence conforme au rang, l'autre ne survivait qu'à condition de rester libre. Clotilde avait connu trop tôt ce que signifie perdre ses repères. Son enfance s'était déroulée entre l'Égypte, le Bénin et la France, au rythme des déplacements et des ruptures. Au Bénin, elle avait entendu les coups de feu traverser la violence et le désordre d'une guerre civile à un âge où un enfant devrait pouvoir croire que les adultes contrôlent le monde. Elle dira plus tard que son caractère parfois rugueux et épineux s'était formé dans ces années-là. Ce n'était pas une posture d'actrice. C'était une manière de ne pas se laisser surprendre une seconde fois par le chaos. Le divorce de ses parents ajouta une autre fracture, plus intime. Son père, ingénieur talentueux mais marqué, selon les mots de sa fille, par une large part d'irresponsabilité, disparut presque entièrement de la vie de ses 4 enfants après la séparation. Clotilde avait 16 ans, l'âge où l'on cherche encore un appui tout en prétendant pouvoir s'en passer. La disparition du père ne produisit pas une scène unique que l'on pourrait isoler. Elle créa un vide durable, une absence avec laquelle il fallut apprendre à grandir. Il lui faudra des années pour regarder cette blessure avec davantage de calme, sans pour autant effacer ce qu'elle avait changé en elle. Pendant ce temps, sa mère devait empêcher la famille de sombrer matériellement. Celle qui avait été femme au foyer se mit à vendre des produits Tupperware, à pratiquer des massages et à faire des ménages. Dans Gala, Clotilde a décrit une femme détruite et profondément épuisée sur le plan psychique après le divorce. Elle a comparé cette période à une catastrophe, à un Titanic laissant derrière lui un paysage dévasté. Pour les 4 filles, chaque petit travail de leur mère disait la même chose sans qu'il soit nécessaire de le commenter. Lorsque l'homme et la sécurité avaient disparu, il fallait continuer malgré tout. C'est sur ce terrain, bien avant l'arrivée des Savoie, que s'est construite l'indépendance de Clotilde Courreau. Le métier d'actrice n'était pas seulement une voie vers la reconnaissance, il lui offrait un espace où son énergie, ses aspérités et sa voix avaient une utilité. Jeune, elle pouvait incarner des personnages difficiles, indociles, parfois dérangeants. Elle n'avait pas à lisser ce qui, dans la vie ordinaire, risquait d'être jugé trop abrupt. Devant la caméra, ce relief devenait précisément sa force. Elle avait conquis une place sous son propre nom avant qu'un titre princier ne vienne s'y superposer. En 2003, elle ne renonça pas officiellement à cette place. Elle devint princesse de Savoie, mais continua de se présenter comme Clotilde Courreau, comédienne. Ce choix pouvait sembler simple. Il ne l'était pas. Dans l'univers aristocratique, un titre ne se porte jamais seul. Il arrive avec une histoire familiale, des attentes, une image à protéger et des limites que personne n'a besoin d'énoncer chaque matin. Dans le cinéma, au contraire, une actrice doit pouvoir se défaire de son image, surprendre, se compromettre dans des rôles, accepter l'inconfort. Les 2 mondes se rencontraient sur les couvertures de magazines, mais dans la vie professionnelle de Clotilde, ils tiraient déjà dans des directions opposées. Après le divorce, elle reconnaîtra avec franchise que son mariage royal avait sérieusement entravé sa carrière. Le titre de princesse consort avait fini par agir comme une paroi transparente. On la voyait davantage, mais on lui permettait moins facilement de disparaître dans un personnage. Les rôles âpres ou rebelles qui correspondaient à son tempérament et à ses débuts devenaient plus difficiles à obtenir, comme si la noblesse devait nécessairement neutraliser l'actrice. Le paradoxe est cruel. Ce qui semblait agrandir son statut social réduisait l'espace artistique dans lequel elle pouvait évoluer. Elle refusa pourtant de se laisser absorber par la formule « épouse du prince ».
Il lui fallut travailler sans relâche, non seulement pour jouer, mais pour rappeler qu'elle savait jouer. Chaque projet conservé avait alors une fonction très concrète, empêcher que l'identité professionnelle construite avant 2003 ne soit traitée comme un chapitre clos. Cette bataille ne se menait pas dans une salle du trône, elle se jouait dans les choix de rôle, les auditions, les tournages et la manière de signer son travail. Clotilde Courreau ne voulait pas être l'ornement moderne d'une maison royale. Elle voulait rester une artiste susceptible de déranger, de se tromper et de recommencer. Le mariage, lui aussi, s'organisa peu à peu autour d'une distance bien réelle. Clotilde choisit de rester à Paris, où elle pouvait poursuivre sa carrière et élever leurs 2 filles. Emmanuel Filiberto partageait sa vie entre Monaco et l'Italie. Cette géographie n'était pas un détail logistique. Elle distribuait les responsabilités, les habitudes et les solitudes. Les époux pouvaient encore former un couple dans les apparitions publiques, mais leur quotidien ne reposait plus sur les mêmes lieux. À mesure que les années passaient, l'éloignement cessa d'être seulement une conséquence de leurs activités. Il devint l'état ordinaire de leurs relations. Cette organisation brouillait aussi la frontière entre indépendance et abandon. Rester à Paris permettait à Clotilde de préserver son métier, mais l'obligeait à porter seule une part croissante du quotidien familial. De son côté, la mobilité du prince pouvait encore être expliquée par ses obligations, même lorsque la vie commune se vidait de sa substance. Tant qu'aucune rupture n'était annoncée, la distance offrait donc au couple une explication acceptable. Elle cachait en même temps la question devenue la plus difficile. Existait-il encore un lieu où leur mariage se vivait réellement ? À Paris, Clotilde assumait la continuité. Le travail, les enfants, l'organisation d'une vie qui devait avancer même lorsque son mari se trouvait ailleurs. Cette situation réactivait une mémoire qu'elle connaissait trop bien, celle d'une femme restant auprès de ses filles pendant qu'un homme s'éloigne. Les 2 histoires ne sont pas identiques et rien ne permet de les confondre. Mais placées côte à côte, elles révèlent pourquoi la préservation de la famille pouvait avoir pour elle un poids particulier. Après avoir vu sa mère se briser à la suite d'un divorce, Clotilde savait que la fin d'un couple ne concerne jamais seulement les 2 adultes qui se séparent. La famille dans laquelle elle était entrée apportait en outre ses propres tensions. La maison de Savoie restait prise dans des querelles de pouvoir, des procédures autour des titres et des controverses politiques en Italie. Clotilde, attachée à sa liberté de penser, devait subir une exposition qui ne naissait ni de ses films, ni de ses décisions personnelles. À chaque polémique dynastique, son titre la rattachait publiquement à un conflit qu'elle n'avait pas créé. La princesse était supposée représenter un ensemble, la femme et l'artiste, elle, avaient parfois besoin de s'en distinguer. Cette discordance ne provoquait pas toujours un affrontement visible, mais elle installait une fatigue continue. Son engagement public rendit cette contradiction encore plus nette. Lorsqu'elle signa des lettres ouvertes appelant à la paix et à la protection des civils, notamment pendant le conflit à Gaza, en 2023, elle parla selon sa conscience. Dans les milieux aristocratiques conservateurs, certains lui reprochèrent qu'une princesse consort intervienne ainsi dans le champ politique. Pour Clotilde, se taire aurait pourtant signifié accepter que le titre décide non seulement de ses rôles, mais aussi des causes sur lesquelles elle avait le droit de prendre position. Elle se retrouva isolée au sein d'un univers où l'appartenance familiale exigeait une prudence qu'elle vivait comme une réduction de sa voix. Un autre événement avait déjà transformé son rapport à l'espace privé. En 2019, l'appartement parisien du couple fut cambriolé et une collection de bijoux estimée à plusieurs millions d'euros disparut. La valeur du butin fit les gros titres, mais l'effet le plus durable ne se mesurait pas seulement en euros. Quelqu'un avait pénétré dans le lieu où Clotilde élevait ses enfants et tentait de maintenir une vie à elle, loin des cérémonies et des disputes dynastiques. C'est après les frontières instables de l'enfance et les contraintes attachées au palais imaginaire que le public projetait sur elle, même l'appartement de Paris ne constituait plus un refuge entièrement sûr. 2 ans après ce cambriolage, le couple se sépara dans le silence. La rupture réelle date de 2021, mais le public ne l'apprendra qu'en 2025, lorsqu'Emmanuel Filiberto révélera qu'ils vivaient déjà séparés depuis 4 ans. Pendant toute cette période, le mariage continua d'exister officiellement. Clotilde apparut encore sous l'identité d'une femme mariée et dut préserver devant les médias une image suffisamment stable pour protéger sa famille. La distance entre Paris, Monaco et l'Italie n'était désormais plus la difficulté d'un couple, elle en était devenue la vérité cachée. 4 années constituent un temps considérable lorsqu'il faut habiter une situation sans pouvoir la nommer publiquement. Chauve, Clotilde élevait ses filles, poursuivait son métier et répondait aux attentes attachées à son rang, tandis que l'union,
qui justifiait ce rang, n'existait plus dans l'intimité. Elle ne pouvait pas simplement raconter ce qui lui arrivait sans exposer ses enfants et transformer une rupture familiale en spectacle. Son silence n'était donc pas une absence d'histoire, il était une tâche supplémentaire. Tenir ensemble ce qui pouvait encore être protégé jusqu'au moment où la réalité ne pourrait plus rester privée. Sur son compte personnel, elle publia un jour des mots qui, replacés dans cette période, prennent une portée particulière. « Je dois continuer à courir. J'essaie d'éviter les coins sombres, d'éviter les conflits et de trouver le chemin vers la lumière. » Elle ne désignait pas chaque cause de sa tristesse et ne livrait pas le dossier de son mariage. Mais le choix des verbes dit l'effort. Continuer, éviter, chercher. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui aurait déjà trouvé la paix. Il s'agit d'une femme qui organise son mouvement pour ne pas être arrêtée par ce qui menace de l'engloutir. Cette course avait un précédent. Adolescente, elle avait vu sa mère travailler jusqu'à l'épuisement pour maintenir 4 filles à flot. Adulte, elle se retrouvait à faire vivre à Paris le foyer de ses propres filles alors que son mari résidait à l'étranger et que leur relation s'était éteinte. Ce n'est pas la répétition exacte d'un destin, mais une différence essentielle apparaît. Clotilde disposait cette fois d'un métier, d'une parole et d'une autonomie qu'elle avait défendue pendant des décennies. Ce qu'elle avait refusé de sacrifier au début de son mariage devenait, au moment de la séparation, l'instrument concret qui lui permettait de rester debout. En 2025, la révélation d'Emanuele Filiberto modifia le sens des années précédentes. Les apparitions mesurées, les domiciles séparés et la discrétion du couple ne relevaient en ce plus seulement d'une organisation atypique. Ils devenaient les signes visibles d'une séparation maintenue hors du regard public depuis 2021. Pour Clotilde, l'annonce signifiait également que le contrôle de ce récit lui échappait en partie. C'était son mari qui rendait publique la date de la rupture. Après avoir protégé si longtemps la façade familiale, elle voyait l'intimité entrer dans l'espace médiatique par la parole de l'autre. Le coup décisif arriva en avril 2026. Les époux déposèrent officiellement leur demande de divorce, mettant fin à plus de 20 années de mariage. Emanuele Filiberto donna lui-même la raison immédiate de cette décision. Il avait une nouvelle relation avec Adriana Abascal, ancienne Miss Mexique. La séparation cessait alors d'être l'histoire abstraite de 2 trajectoires devenues incompatibles. Une autre femme avait désormais un nom, un visage et une place rendue publique. Pour Clotilde, il ne fallait plus seulement accepter la fin du couple. Il fallait supporter d'être remplacée sous les yeux de ceux devant qui elle avait, pendant 4 ans, protégé l'image de sa famille. La blessure venait aussi de l'ordre dans lequel les choses apparaissaient. Le public découvrait presque en même temps la longue séparation, le divorce et le nouvel amour du prince, alors que Clotilde avait vécu ces étapes dans la durée, loin des déclarations officielles. Ce qui avait été pour elle une lente usure devenait soudain, pour les médias, un récit net avec 3 dates et 3 personnages. Or, une existence ne se range pas aussi facilement. C'est un moment Olivier. Derrière avril 2026 se trouvaient les repas pris sans le père, les décisions quotidiennes à Paris, les tournages maintenus, les questions des filles et les mots qu'il avait fallu retenir pour ne pas les livrer au public. C'est ici que le mariage de 2003 change entièrement de signification. On l'avait présenté comme l'entrée d'une actrice dans un conte aristocratique. Il apparaît désormais comme une négociation de 20 ans pour ne pas disparaître derrière ce conte. Clotilde avait gardé son métier lorsque le titre limitait ses rôles, gardé sa voix lorsque la famille royale attendait de la réserve, gardé le foyer parisien lorsque la vie conjugale se déplaçait ailleurs. Ce qu'on aurait pu prendre pour de l'entêtement était aussi une méthode de survie. Elle connaissait depuis l'adolescence le prix payé par une femme lorsque tout son équilibre dépend du choix d'un homme. Cela ne signifie pas qu'elle ait traversé ces années sans vaciller. Le cambriolage avait entamé son sentiment de sécurité. Les controverses des Savoie l'exposaient à des conflits étrangers à son travail. La séparation secrète l'obligeait à tenir une position devenue fictive. Puis l'annonce d'une nouvelle relation ajouta la dimension publique de la trahison. Pourtant, Clotilde ne transforma pas ses épreuves en plaidoyer pour qu'on la réduise à son tour au rôle de victime. Sa réponse fut plus exigeante, reprendre possession de son récit sans effacer les 2 filles qui reliait encore son histoire à celle d'Emanuele Filiberto. Après le divorce, elle parla avec une franchise nouvelle de ce que le titre lui avait coûté professionnellement. Cette parole ne cherchait pas seulement à solder un mariage. Elle rendait visible une perte moins spectaculaire que l'infidélité, mais étalée sur une période beaucoup plus longue, des possibles rôles écartés,
Une image devenue trop lisse aux yeux des professionnels, l'obligation constante de prouver qu'une princesse pouvait encore être une actrice de chair et de contradiction. En nommant cette entrave, Clotilde ne demandait pas que l'on réécrive sa carrière. Elle refusait que l'on attribue au hasard les limites qu'elle avait rencontrées si à cause de son statut. Il y a, dans cet aveu, une autre manière de regarder ses choix passés. Rester à Paris n'était pas seulement maintenir une distance avec son mari, c'était demeurer au contact du travail et du monde dans lequel elle existait avant lui. Continuer à tourner n'était pas une fuite hors de la famille, c'était empêcher que toute sa sécurité dépende d'une union déjà fragilisée par les kilomètres. C'est prendre publiquement position n'était pas une provocation décorative, c'était vérifier qu'elle possédait encore sa propre parole. Chaque décision longtemps présentée comme un trait de caractère prend, après 2026, la forme d'une ligne de défense. La comparaison avec sa mère s'arrête cependant à un point décisif. La femme que Clotilde avait vue détruite par le divorce avait dû accepter n'importe quel travail pour nourrir ses enfants. Clotilde, elle, sortait de son mariage avec une carrière qu'elle avait maintenue, précisément contre la pression du rôle princier. Les blessures de l'enfance n'avaient pas disparu, mais elles avaient produit une vigilance. Ne pas remettre à une institution ou à un époux la totalité de son identité. Le métier pour lequel elle s'était battue n'était plus seulement la preuve de son talent. Il devenait la différence concrète entre subir la fin d'un monde et pouvoir en construire un autre. Ces deux filles occupent une place essentielle dans cette sortie. Pendant la séparation, leur protection avait contribué au silence de leur mère. Devenues adultes, elles peuvent désormais avancer à ses côtés sans que Clotilde ait à maintenir une fiction conjugale pour préserver leur équilibre. Elle ne renie pas la famille fondée en 2003. Pas plus qu'elle n'a besoin de nier les années heureuses pour reconnaître celles qui ne l'étaient plus. Elle déplace simplement sa responsabilité. Il ne s'agit plus de sauver l'image du couple, mais d'accompagner ses filles dans une réalité assumée. Cette transition est de moins visible qu'un communiqué de divorce, mais elle change le rôle que Clotilde porte chaque jour. Elle poursuit également son engagement en faveur des femmes. Ce choix prend une résonance particulière chez quelqu'un qui a observé très jeune l'effondrement matériel et psychique de sa mère, puis découvert à son tour combien une apparence privilégiée peut masquer une dépendance d'un autre ordre. Le rang protège de certaines difficultés, jamais de toutes. On peut posséder des bijoux valant des millions et voir son intimité violée, porter un titre prestigieux et perdre des possibilités professionnelles, appartenir à une famille célèbre et traverser seul 4 années de séparation. Chez Clotilde, la défense des femmes ne vient donc pas d'une idée abstraite, mais de plusieurs formes de vulnérabilité qu'elle a connues autour d'elle et dans sa propre vie. Son rapport à la noblesse peut lui aussi se clarifier sans devenir une guerre contre tout son passé. Elle a vécu plus de 20 ans au contact des codes de la maison de Savoie, partagé avec le prince la naissance et l'éducation de leur fille, et porté un titre que le public associait immédiatement à son visage. Sortir de cette union ne consiste pas à prétendre que rien de cela n'a existé. Il s'agit de remettre chaque chose à sa juste place. La dynastie appartient à l'histoire de ses filles et à une partie de la sienne, mais elle ne définit plus l'horizon de ce qu'elle peut dire, défendre ou jouer. Après tant d'années à négocier sa liberté à l'intérieur du cadre, elle n'a plus à demander au cadre l'autorisation d'en sortir. La dignité de Clotilde ne réside donc pas dans une absence de chagrin. Elle apparaît dans la manière dont elle refuse de laisser le chagrin produire une nouvelle disparition. Elle ne répond pas au nouvel amour de son ancien mari en exposant chaque détail privé, et elle ne transforme pas ses filles en témoins publics du conflit. Elle nomme ce qui a entravé son travail, continue de jouer et conserve le droit d'intervenir dans les débats qui touchent sa conscience. Sa réserve ne sert plus à entretenir la façade du mariage. Elle devient une frontière choisie entre ce qu'elle souhaite partager et ce qu'elle décide enfin de garder pour elle. En 2026, Clotilde Courreau ne revient pas au point où elle se trouvait avant la cérémonie de 2003. Plus de 2 décennies ont passé, 2 filles ont grandi, des rôles ont été perdus ou gagnés, et le titre a laissé une trace que l'on ne retire pas comme un costume après le tournage. Mais le divorce d'avril 2026 crée un état nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, sa vie privée, sa parole publique et son identité professionnelle ne sont plus obligées de préserver la même fiction. Elle peut avancer sans expliquer chaque silence des 4 dernières années, parce que la séparation a désormais un nom et une date. Il reste alors un détail très simple, presque administratif, mais qui porte tout le chemin parcouru. Sur un générique,
une affiche ou un engagement public, le nom qui demeure est celui qu'elle avait défendu avant le prince, pendant le mariage, et au moment d'en sortir, Clotilde Courreau. Ce n'est plus le nom d'une jeune actrice cherchant à échapper à une enfance chaotique, ni celui d'une princesse s'efforçant de prouver qu'elle peut encore jouer. C'est le nom d'une femme qui accompagne ses filles devenues adultes, retourne au cinéma et choisit elle-même les combats auxquels elle prête sa voix. En 2026, après la demande de divorce, ce nom n'a pas besoin d'un titre pour occuper toute la ligne.